Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les organisateurs et amis, c'est un grand plaisir de me trouver ici et un grand honneur d'être de nouveau invité par le Maroc diplomatique et en particulier pour cette conférence particulièrement éblouissante. C'est aussi, je l'avoue, toujours une grande émotion de revenir sur sa terre natale, comme pour parodier Sa Majesté, on rentre à la maison. Je ne dirai rien, je n'ajouterai rien aux propos de M. Vannon sur l'incident qui touche malheureusement la France. Je me bornerai à vous rappeler cette formule de La Bruyère qui m'est venue aussitôt à l'esprit. À quelques-uns, l'arrogance tient lieu de grandeur, l'inhumanité de fermeté et la fourberie d'esprit. Vous voyez naturellement qui cela vise. Ce matin a été évoquée la richesse fabuleuse du continent africain et on a dit que la chance du Maroc était de n'avoir pas de pétrole ni de gaz. Mais le Maroc a un peuple ancré dans l'histoire, pétri de qualité, et le Maroc a la chance d'avoir un roi visionnaire qui, dans son discours d'ouverture au Parlement, auquel il a été fait référence il y a un instant, a considéré que l'investissement était un levier essentiel de la relance de l'économie et du développement. Le modèle marocain de traité bilatéral d'investissement vient à point, pour deux raisons, économiques et juridiques. Une raison économique, c'est que la CNUSET, dans son dernier rapport, publié en 2022, observe que les investissements directs étrangers vers les pays africains s'élèvent à, nous sommes intéressants, de 83 milliards de dollars, soit le double de l'année précédente, malgré la pandémie. Mais ce flux d'investissement vers l'Afrique ne représente que 5,2% des mouvements d'investissement dans le monde. C'est donc, il faut le dire, assez peu, malgré la hausse observée. Notons aussi qu'il y a dans ces investissements des disparités sensibles. On n'investit pas autant en Afrique de l'Est qu'en Afrique centrale, ou en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique australe, ou en Afrique du Nord. Il y a donc des disparités. Et pourtant, le directeur général de l'investissement de la CNUSET observait dans ce rapport qu'un grand potentiel peut attirer l'investissement international dans l'économie verte et bleue en Afrique, mais, ajoutait-il, le défi consiste à améliorer encore le climat des affaires. Il y a donc là une indication sur le statut juridique de l'investissement et en particulier en droit international. C'est bien ce que Sa Majesté évoquait dans son discours devant le Parlement. Discours qui révélait une vision globale de la politique d'investissement et une vision unitaire, car Sa Majesté a cherché à mobiliser les ressources naturelles, financières, humaines et à libérer toutes les énergies pour développer une véritable politique de l'investissement. Et Sa Majesté a évoqué non seulement les investissements nationaux, tels qu'ils sont visés dans la charte de l'investissement, les investissements des Marocains de l'étranger, mais aussi les investissements internationaux. Et la nouvelle charte, publiée en décembre, reflète cette impulsion tangible à l'attractivité du royaume. Aussi, le modèle de traité bilatéral d'investissement, publié en 2019, vient à point.
Il vient à point parce que l'investisseur a le goût du risque, mais il a besoin de sécurité, et en particulier de sécurité juridique. Aussi bien, il faut que les conventions bilatérales d'investissement ou les modèles rassurent l'investisseur, l'attirent, car les considérations politiques dominent dans cette matière technique, juridique. Elles tiennent au risque d'instabilité des règles du droit interne de l'État hôte, de sorte que l'investisseur cherche naturellement la protection de son État d'origine. Et voilà pourquoi il est important qu'il trouve dans un réseau de traités bilatéraux d'investissement une juste protection qu'il attend. Le modèle marocain dénote à cet égard une approche classique, mais une approche renouvelée. Classique, car dans les années 80 avaient été adoptés des codes d'investissement au Maroc, comme dans d'autres pays d'Afrique, qui cherchaient à renouveler l'attractivité du royaume ou de ces pays à l'égard des investisseurs étrangers. Il s'agissait de rompre avec certaines vues très progressistes ou socialisantes qui pouvaient effrayer les investisseurs internationaux. Et parallèlement, on a assisté à une nouvelle génération de traités bilatéraux d'investissement dans les années 80 et surtout à partir des années 2000 qui se sont ralliés au fond au libéralisme, à la déréglementation des mouvements mondiaux d'investissement, dans l'espoir que les nouvelles réglementations et les conventions participeraient à leur développement économique et social, en attirant les investissements, les investisseurs, les entreprises, et en attirant des fonds pour les infrastructures, pour l'industrie, pour l'emploi. Mais même si ces traités, que je dirais anciens, devaient favoriser la contribution des investisseurs au développement de l'État hôte, rien ne traduisait juridiquement cette obligation. Les tribunaux du CIRDI, les sentences arbitrales en matière d'investissement, ont cherché aussi à établir et à exiger que l'investissement contribue significativement au développement économique de l'État hôte, comme cela est affirmé dans une célèbre sentence, Salini contre Maroc, qui, au fond, constitue le ferment du modèle de convention bilatérale d'investissement. Et pourtant, cette formule contribuait significativement au développement a suscité des polémiques, de sorte qu'on a dit que cette exigence de contribution au développement de l'État était en réalité bien insuffisante au regard des pratiques conventionnelles, contractuelles, législatives, qui ont alors, pour rassurer les investisseurs, introduit des clauses de stabilisation, consistant à geler les politiques publiques de l'État hôte à l'égard de l'investisseur étranger. Mais cela crée un déséquilibre inégalitaire qui s'ajoute au poids économique et financier de certains investisseurs, tels les sociétés multinationales ou transnationales, plus riches parfois que les États hôtes qui les accueillent. Plus tard, sur le continent, un code, le Code panafricain des investissements, est adopté en 2016 par une commission d'experts de l'Union africaine, et c'est un instrument à l'ambition continentale qui tente à répondre à cette attente des États hôtes d'investissements étrangers. D'une part, il met au cœur de la politique d'investissement la contribution de l'investisseur
au progrès économique, social, environnemental, dans le dessein de réaliser le développement durable des États d'accueil. C'est l'article 22. D'autre part, il associe à l'investissement le respect des droits humains, l'éthique commerciale, la responsabilité sociale de l'entreprise, ce qui est audacieux et qualifié de progressiste. Cela tend pourtant à revitaliser les prérogatives de l'État hôte, mais d'une part, ces dispositions du Code sont de nature à effaroucher les investisseurs, et d'autre part, il s'agit d'un texte d'inspiration et de réflexion des États pour les traités bilatéraux à venir, dont le préambule précise d'ailleurs qu'il s'agit simplement d'un instrument d'orientation, de ce qu'on appelle la soft law, le droit mou. Au fond, ce n'est pas du droit. C'est en cela que le modèle marocain constitue une contribution irremplaçable pour le continent, dont, à mon avis, il pourrait constituer un modèle généralisable à tous les États. Deux observations sur le fond de ce modèle. Tout d'abord, il consacre les évolutions du droit. En deuxième lieu, il innove dans le droit des investisseurs. Tout d'abord, il consacre un certain nombre d'évolutions du droit, à deux égards. D'abord, à travers la définition de l'investissement lui-même. Qu'est-ce qu'un investissement? Ensuite, il consacre les obligations de l'investisseur qui découlent de cette définition de l'investissement. La définition qui est présentée dans le modèle marocain est une définition moderne, certains disent encore progressiste, de l'investissement, qui désigne, au lieu des formules classiques descriptives, un apport financier, une certaine durée, un risque de nature économique pris par l'investisseur, à ces trois critères de l'investissement classique, le modèle ajoute la contribution au développement durable. Et cela implique une certaine durée, un engagement de capital, mais aussi d'autres ressources pour soutenir cette prise de risque et contribuer concrètement au développement de l'État. Au fond, il ne faut pas s'en effrayer. Le CIRDI, dont on ne peut pas dire qu'il soit un organisme particulièrement révolutionnaire, les tribunaux du CIRDI, dans leurs sentences, ont déjà à plusieurs reprises repris le test de la sentence Salini contre Maroc. Et progressivement, malgré la polémique les polémiques de la doctrine, cette idée s'impose, elle est ici consacrée. Cette contribution de l'investissement au développement durable peut être mesurée à travers notamment l'augmentation de la capacité de production, la croissance économique, la qualité des emplois créés, la durée de l'investissement, le transfert de technologies et la réduction de la pauvreté. En second lieu, le Maroc, dans ce modèle, consacre le traitement de l'investissement selon les évolutions du droit. Il précise le concept de traitement juste et équitable, celui de non-discrimination. Il délimite la clause de la nation la plus favorisée. Il énumère les obligations et les responsabilités des investisseurs qui se trouvent ici sous le contrôle de l'État hôte. Et en particulier, en conséquence de la disposition relative
à la définition d'investissement, le modèle établit le principe de la responsabilité sociale et environnementale de l'investisseur. Il consacre, mais aussi il innove. Et ce sera, monsieur le doyen, ma dernière remarque, il innove. Il innove dans un domaine très sensible pour les États, qui est celui du règlement des différends. Les États autres sont sensibles aux clauses relatives au règlement des différends pour plusieurs raisons. D'abord, le coût des procédures. Il est coûteux de constituer une équipe d'avocats, de conseils qui va défendre l'État, et pourtant, je vous assure, les tarifs d'avocats sont très légers. Première difficulté, c'est coûteux. Deuxième difficulté, c'est séduisant de partir à l'arbitrage, mais c'est une dérogation à la compétence des juridictions locales. C'est prendre les risques d'une compréhension extensive de leurs compétences par les tribunaux arbitraux. De sorte que le modèle marocain comporte des dispositions modernes, prospectives, qui atténuent ces risques. D'abord, il limite la liste des différends qui peuvent être envoyés au règlement des différends entre investisseurs et États par arbitrage, en précisant les obligations qui doivent être violées pour qu'on aille à l'arbitrage. Ensuite, il établit des délais de prescription de 3 années depuis la constitution de l'événement qui provoque le litige. Enfin, il permet une possible demande reconventionnelle de l'État si l'investisseur lui-même n'a pas respecté ses obligations en manquant aux lois, au règlement, ou en cas de corruption ou autre fourberie de ce genre. Enfin, le modèle de traité aménage des règles de procédure et en particulier et surtout, il prévoit l'épuisement des voies de recours internes avant d'accéder à l'arbitrage. Pour terminer, je dirais que la dernière innovation, la deuxième grande innovation, c'est l'institutionnalisation par le modèle de la procédure de règlement des différends. Cela renvoie, bien sûr, aux procédures traditionnelles du règlement des différends, tels le CIRDI ou d'autres mécanismes internationaux de règlement, la NUTSI ou d'autres centres d'arbitrage, mais le modèle met en place une véritable gouvernance institutionnelle qui va gérer le règlement. Il prévoit un comité conjoint des deux parties, il prévoit un point focal qui accueille et accompagne les investisseurs dans chaque État partie, donc dans les deux États, qui interagit avec le point focal national de l'autre partie, il informe, il évalue les plaintes, il recommande des solutions, il facilite la résolution des différends. Et pour cela, on prévoit des étapes avant l'arbitrage, la médiation, la consultation, la négociation, la médiation, l'arbitrage étant l'ultime solution du différend. Ainsi donc, ce modèle peut apparaître à certains égards comme le résultat de l'expérience qui a poussé le Maroc à la réforme des mécanismes traditionnels de l'arbitrage. Le Maroc a été à 7 reprises partie à un arbitrage CIRDI, et il y a un certain nombre d'États africains qui ont aussi été partis, et l'Afrique et les pays arabes sont seconds dans la liste du nombre d'États participant en plus aux procédures d'arbitrage CIRDI. D'ores et déjà, le modèle marocain est mis à l'épreuve des négociations bilatérales ou régionales. Il est assurément un exemple pour réformer les traités bilatéraux d'investissement sur le continent, dans la zone des pays arabes, dans la zone de libre-échange continentale africaine. Il répond, me semble-t-il, à l'appel au panafricanisme économique qui a été répété ce matin, et l'adoption de ce modèle par l'ensemble des États du continent rendrait un juste hommage à la place du Maroc en Afrique.